ma sœur a ri, et elle a raconté à tout le monde que, contrairement à elle, j'avais réussi uniquement parce que j'avais eu de la chance avec mon travail, et que je n'étais pas si intelligent que ça. Je l'ai laissé parler. Puis, elle a découvert que son salaire n'était pas arrivé, ce mois-là. J'ai 32 ans, et ma sœur Kelly en a 28. Nous avons grandi dans une famille de la classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus classique, en banlieue. Rien d'extravagant, mais rien de terrible non plus. Nos parents étaient des comptables, qui accordaient une grande importance à l'éducation et au travail acharné, des valeurs tout à fait standards. Ils nous ont élevés avec la conviction que, si l'on travaillait dur et que l'on restait concentré, de bonnes choses finiraient par arriver. Un conseil solide, du moins en théorie. La différence entre Kelly et moi s'est manifestée très tôt. J'étais le genre d'enfant qui mettait de côté l'argent de ses anniversaires, et qui tondait les pelouses pour s'acheter un meilleur vélo. Elle, c'était la gamine qui dépensait son argent de poche le jour même où elle le recevait, pour ensuite en réclamer davantage à nos parents. Au lycée, je lisais des livres sur l'investissement, tandis qu'elle dévorait des magazines de potins sur les célébrités. Pendant mes années d'université, j'ai enchaîné les emplois à temps partiel, alors qu'elle privilégiait sa vie sociale, maintenant tout juste une moyenne suffisante pour passer. Je ne dis pas tout cela pour passer pour une personne parfaite, car je ne le suis absolument pas. J'avais simplement des priorités différentes. Ce que je voulais, c'était la sécurité financière. Je voulais construire quelque chose de concret. Kelly, quant à elle, voulait s'amuser, et se disait qu'elle verrait bien plus tard. Aucune de ces deux approches n'est objectivement mauvaise en soi, mais elles conduisent inévitablement à des résultats très différents. Après l'université, j'ai commencé à travailler dans le conseil en énergie renouvelable. Le nom semble ennuyeux, mais le travail était passionnant. En gros, j'aidais les entreprises à faire la transition vers l'énergie solaire et éolienne. Je m'occupais principalement de l'analyse financière, et de l'aspect gestion de projet. Ce secteur connaissait une croissance rapide, et j'étais doué dans ce que je faisais, vraiment très doué. En l'espace de 3 ans, je gérais déjà des comptes majeurs, et j'engrangeais un salaire à 6 chiffres. Mais, voici le problème quand on travaille pour quelqu'un d'autre, il y a toujours un plafond de verre. On ne peut grimper que jusqu'à un certain point, avant de commencer à enrichir quelqu'un d'autre, plutôt que soi-même. J'ai vu mon patron s'acheter sa 3e résidence secondaire, tout en m'accordant une misérable augmentation annuelle de 3%, qui couvrait à peine l'inflation. Je générais des millions de revenus pour l'entreprise, et je ne voyais peut-être que 10% de cette valeur se refléter dans ma rémunération. À long terme, le calcul ne jouait clairement pas en ma faveur. Alors, à l'âge de 27 ans, j'ai pris un risque que toute ma famille a jugé totalement insensé. J'ai démissionné de mon emploi d'entreprise confortable, et j'ai fondé mon propre cabinet de conseil en énergie renouvelable. En fait, mon patron a carrément ri, lorsque je lui ai remis mon préavis. Il m'a assuré que je serais de retour d'ici 1 an, a supplié pour retrouver mon ancien poste. Selon lui, le secteur était bien trop compétitif, et je n'avais pas les relations nécessaires pour réussir. Son attitude condescendante s'est révélée être presque aussi motivante que ma propre ambition. La première année a été tout simplement brutale. Je faisais des semaines de 80 heures. J'ai mangé des nouilles instantanées bien plus souvent que je n'aimerais l'admettre. J'ai perdu le sommeil, me demandant sans cesse si j'avais commis une erreur monumentale. J'ai plafonné 2 cartes de crédit, juste pour maintenir l'entreprise à flot, le temps de me constituer une clientèle. Il y a eu des nuits où, assis devant mon ordinateur portable à 2 heures du matin, je me demandais si tous ceux qui avaient douté de moi n'avaient pas eu raison, au bout du compte. Mes parents me soutenaient, certes, mais ils étaient inquiets. Ils me voyaient arriver au dîner de famille, le visage épuisé et rongé par le stress, et je pouvais deviner qu'ils remettaient en question leurs propres encouragements. Mon père faisait souvent des remarques, m'assurant qu'il n'y avait aucune honte à retourner dans le monde de l'entreprise, si les choses ne se passaient pas comme prévu. Il partait d'un bon sentiment, mais j'avais l'impression qu'il planifiait déjà mon échec. Kelly, de son côté, pensait que j'étais un parfait idiot, pour avoir renoncé à un salaire régulier. Elle racontait, à qui voulait bien l'entendre, que j'allais droit dans le mur, et que je retournerais ramper vers le monde de l'entreprise d'ici 6 mois. Lors des réunions de famille, elle plaisantait même en disant que j'allais bientôt postuler, pour travailler sous ses ordres. Une véritable énergie de sœur solidaire, comme vous pouvez l'imaginer. À un moment donné, après environ 8 mois d'activité, il me restait très exactement 247 € sur mon compte professionnel,
et j'avais une proposition majeure à rendre dans les 2 jours. Je ne m'étais pas versé de salaire depuis 3 longs mois. Je survivais grâce aux cartes de crédit, et au maigre reste de mes économies. Ce fut véritablement le point le plus bas de mon parcours. Assis dans cet appartement que je pouvais à peine me payer, je me demandais sérieusement si je ne devais pas admettre ma défaite, et commencer à envoyer des CV. Mais c'est alors que cette proposition a été acceptée. Une entreprise manufacturière de taille moyenne souhaitait convertir ses installations à l'énergie solaire. Ce n'était en aucun cas un contrat faramineux, peut-être 80 000 € au total, mais c'était amplement suffisant pour me permettre de continuer. Plus important encore, ils m'ont recommandé à 3 autres entreprises, au sein de leur réseau industriel. Ces recommandations, à leur tour, entraînaient d'autres recommandations. Soudainement, j'avais trouvé ma vitesse de croisière. Alerte divulgateur, je n'ai pas échoué. Dès la 2e année, j'avais décroché 3 contrats majeurs. À la 3e année, j'embauchais mes premiers employés, et je refusais du travail, car nous tournions déjà à pleine capacité. À la 5e année, ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui, je dirige un cabinet comptant 23 employés, générant plus de 8 millions € de revenus annuels, et je dégage personnellement un bénéfice net d'environ 400 000 €, une fois toutes les dépenses et tous les salaires payés. Je conduis toujours la même Honda Civic d'occasion, celle que j'ai achetée il y a 5 ans. Je vis dans une maison agréable, mais somme toute modeste. Je ne porte pas de vêtements de créateur, et je ne flambe pas mon argent pour me faire remarquer. À me regarder, on pourrait croire que je suis juste un type normal, avec un boulot normal, et c'est exactement ainsi que je préfère les choses. Les personnes qui comptent vraiment, elles, savent ce que j'ai accompli. Quant aux autres, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. De son côté, Kelly a enchaîné pas moins de 8 emplois, au cours des 6 dernières années. Elle a étudié la communication à l'université, une filière qu'elle avait choisie, uniquement parce que cela lui semblait facile. Elle a obtenu son diplôme avec une moyenne de 2,6, et sans le moindre projet professionnel sérieux. Depuis lors, elle a travaillé dans le commerce de détail, la restauration, une agence d'assurance, une salle de sport, une agence de marketing qui l'a licenciée au bout de 4 mois, et encore une poignée d'autres endroits dont je n'arrive même plus à me souvenir. Elle ne reste jamais au même endroit pendant plus d'1 an. Il y a toujours une bonne excuse, soit le travail ne lui convient pas, soit son patron est un tyran, soit elle estime mériter bien mieux. Il y a de cela 2 ans, Kelly a débarqué chez moi, un mardi soir. Elle était en larmes. Elle m'a annoncé qu'elle venait tout juste d'être renvoyée de son dernier emploi, en raison de retards beaucoup trop fréquents. Elle avait un besoin urgent d'argent pour payer son loyer, sous peine de se retrouver expulsée. Elle m'a fait la promesse solennelle de me rembourser. Elle a juré, sur tous les tons, que c'était le signal d'alarme dont elle avait besoin, pour enfin reprendre sa vie en main. Je lui ai donné l'argent demandé, non pas comme un prêt, car je savais pertinemment que je n'en reverrais jamais la couleur, mais tout simplement parce qu'elle est ma sœur, et que je refusais de la voir finir à la rue. Cependant, je lui ai également précisé que je ne pourrais pas continuer à la tirer d'affaire indéfiniment. Il fallait impérativement qu'elle trouve une direction à sa vie. Elle a hoché la tête, m'a remercié chaleureusement, et a promis qu'elle le ferait. Puis, la semaine suivante, elle est allée s'acheter un tout nouvel iPhone. Question de priorité, visiblement. Environ 6 mois plus tard, elle m'a appelé, pour me demander si j'avais des postes vacants au sein de mon entreprise. Elle travaillait dans un magasin de vente au détail, et détestait cela par-dessus tout. Elle voulait un emploi offrant un meilleur salaire, et de meilleurs avantages sociaux. Elle désirait travailler dans un bureau, un endroit où elle pourrait se sentir professionnelle et importante. C'est probablement à cet instant précis que j'aurais dû lui dire non. Absolument toute la logique de mon être me hurlait que c'était une très mauvaise idée. Ne mélange jamais la famille et les affaires. N'embauche surtout pas quelqu'un avec un tel parcours professionnel. Ne le fais pas. Mais elle reste ma sœur, et ma mère n'arrêtait pas de faire des allusions insistantes, soulignant à quel point il serait merveilleux que je puisse aider Kelly. De plus, Kelly semblait sincère, cette fois-ci, dans sa volonté de changer les choses. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai fini par lui créer un poste sur mesure. Je ne lui ai confié aucune responsabilité cruciale, ou d'une importance capitale. Je n'étais tout de même pas idiot. Je l'ai nommée coordinatrice du service client, ce qui, en résumé, n'est qu'un titre pompeux pour désigner une personne qui répond aux emails, planifie les réunions, gère les tâches administratives de base,
et maintient l'organisation de nos communications avec la clientèle. Un travail de premier échelon, rémunéré 42 000 € par an, avantages sociaux inclus. C'était un très bon salaire pour ce que le poste exigeait, et honnêtement, bien plus que ce qu'elle n'avait jamais gagné ailleurs. Je l'ai fait asseoir, juste avant son premier jour, et je lui ai exposé mes attentes de manière très claire. Arriver à l'heure au bureau. Répondre aux emails dans un délai de 24 heures. Garder la base de données clients parfaitement à jour. Faire preuve de professionnalisme dans toutes les communications. Bref, des tâches de base, que n'importe quel employé compétent devrait être en mesure d'accomplir sans la moindre difficulté. Elle a hoché la tête à chaque point, m'a assuré qu'elle avait tout compris, et m'a promis de ne pas me décevoir. Au cours du premier mois, elle a été tout simplement fantastique. Elle arrivait tôt, partait tard, et se montrait particulièrement enthousiaste à l'idée d'apprendre. J'ai même commencé à me dire que j'avais eu tort de douter d'elle. Peut-être qu'elle avait réellement inversé la tendance. Peut-être que travailler pour sa famille, c'était exactement la source de motivation dont elle avait besoin. Et puis, le deuxième mois est arrivé, et les premières fissures ont commencé à apparaître. Elle s'est mise à arriver en retard, seulement de 5 ou 10 minutes pour commencer, ce que j'ai laissé couler, car je ne suis pas un tyran concernant ce genre de détails. Mais très vite, ces retards sont passés à 15 minutes, puis à 30, et enfin à 1 heure entière. Lorsque je lui en parlais, elle avait toujours une excuse toute prête. La circulation était affreuse. Son réveil n'avait pas sonné. Elle ne se sentait pas dans son assiette. Ce n'était jamais de sa faute. Il s'agissait toujours d'une circonstance extérieure, bien au-delà de son contrôle. La qualité de son travail a également commencé à décliner. Des emails restaient sans réponse pendant des jours entiers. Les réunions avec les clients étaient planifiées au pire horaire possible. La base de données s'est rapidement transformée en un véritable chaos d'informations obsolètes et d'entrées manquantes. Ma responsable de bureau, Patricia, est venue me voir pas moins de 3 fois en un mois, pour me faire part des problèmes de performance de Kelly. Patricia travaille à mes côtés depuis la toute première année, et elle ne se plaint jamais, à moins qu'il n'y ait un véritable problème. Une fois, Kelly a planifié une présentation absolument cruciale avec un client potentiel, pour 14 heures, un mardi après-midi. Ce client avait fait le voyage depuis le Nevada, tout spécialement pour assister à cette réunion. À 13h45, j'ai reçu un appel de notre réceptionniste, m'informant que la salle de conférence n'était pas préparée, et que Kelly n'était même pas dans les locaux. Il s'est avéré qu'elle était partie déjeuner à midi, et qu'elle n'était tout bonnement jamais revenue. Pas le moindre appel, pas un seul SMS, elle avait purement et simplement disparu. J'ai appris par la suite qu'elle était tombée sur des amis au restaurant, et qu'elle avait décidé de traîner avec eux, au lieu de retourner travailler. Elle est réapparue à 16h, comme si de rien n'était. J'ai dû présenter personnellement mes plus plates excuses à ce client, et me charger de reprogrammer son vol de retour. Nous avons fini par obtenir le contrat, certes, mais uniquement parce que j'ai dû offrir une partie de nos honoraires, afin de compenser ce manque flagrant de professionnalisme. Ce seul et unique incident m'a coûté environ 15 000 € en perte de revenus, et a bien failli ruiner notre relation avec un client, qui aurait pourtant pu nous apporter des années de contrats réguliers. Lorsque j'ai confronté Kelly à ce sujet, elle m'a répondu qu'elle n'avait pas vu le temps passer, et qu'elle ne pensait pas que ce soit si grave, puisque j'étais de toute façon sur place pour gérer la réunion. Elle ne pensait pas que ce soit grave. Un client traverse 3 États en avion pour une réunion qu'elle a elle-même planifiée, avant de l'abandonner lâchement, et elle ne pensait pas que ce soit grave. Une autre fois, elle a envoyé un email à un prospect, truffé de tellement de fautes de frappe et d'erreurs grammaticales, que ce dernier m'a appelé en personne, pour me demander si nous étions bien une entreprise légitime. L'email contenait des abréviations dignes d'un message texte d'adolescent. J'ai dû lui expliquer que nous étions en plein milieu de la formation d'un nouvel employé, et que cela ne représentait absolument pas nos standards de qualité habituels. En réalité, à ce stade, cela faisait déjà 4 mois que Kelly travaillait pour nous. Il ne s'agissait pas d'une erreur de débutant. C'était tout simplement l'œuvre d'une personne paresseuse. J'ai pris Kelly à part pour avoir une conversation sérieuse avec elle, non pas en tant que frère, mais bel et bien en tant que patron. Je lui ai clairement signifié que ses retards à répétition devaient cesser sur le champ, et que la qualité de son travail devait s'améliorer drastiquement. Elle s'est immédiatement braquée, se mettant sur la défensive. Elle a déclaré que j'étais beaucoup trop dur avec elle. Elle a prétendu que je ne comprenais pas à quel point ce travail était stressant.
Elle est même allée jusqu'à affirmer que Patricia s'acharnait sur elle, par pure jalousie, parce que Kelly était la sœur du patron. Cette dernière réflexion a bien failli me faire éclater de rire. Patricia n'avait strictement aucune raison d'être jalouse de qui que ce soit. Elle était mon bras droit, gagnait 95 000 € par an, primes incluses, et détenait de véritables parts dans l'entreprise. Mais Kelly avait désespérément besoin d'un bouc émissaire, et Patricia constituait une cible de choix. J'ai remis à Kelly un avertissement formel par écrit, j'ai consigné chaque incident, et je l'ai prévenu que, si les choses ne s'amélioraient pas d'ici 30 jours, nous devrions sérieusement reconsidérer son maintien à ce poste. Elle a fondu en larmes, a promis de faire des efforts, et la situation s'est effectivement améliorée, pendant environ 2 semaines, avant de retomber exactement dans les mêmes travers. Cependant, ce qui m'exaspérait le plus, ce n'était même pas ses mauvaises performances. C'était surtout son attitude, au sein du bureau. Elle se plaignait sans arrêt de la dureté de son travail. Pourtant, dans le même temps, elle s'accordait des pauses déjeuner interminables, et passait la moitié de ses journées scotchée à son téléphone. Elle se lamentait sur son salaire soi-disant insuffisant, alors qu'elle gagnait bien plus que le prix du marché pour son poste, et son niveau d'expérience. Elle faisait des remarques acides sur la facilité de mon rôle en tant que propriétaire, comme si je passais mes journées assis, à compter mes billets, au lieu de me tuer à la tâche pour que l'entreprise continue de tourner. Mes autres employés ont fini par s'en apercevoir. Je les entendais murmurer que Kelly bénéficiait d'un traitement de faveur, uniquement parce qu'elle était de la famille. Et ils avaient tout à fait raison. N'importe quel autre employé, présentant un tel dossier, aurait été mis à la porte depuis des mois. Mais, je continuais à lui accorder de nouvelles chances, en raison de notre lien de parenté. C'était très exactement la situation contre laquelle on m'avait mis en garde, lorsque j'avais pris la décision de l'embaucher. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tombée il y a environ 3 mois, juste avant la fête de Thanksgiving. Un client très important, une société d'immobilier commercial qui souhaitait équiper 5 de ses bâtiments en panneaux solaires, soit un contrat estimé à 2 millions € sur 2 ans, avait envoyé un email à Kelly. Ils avaient quelques questions concernant le calendrier de notre proposition. Des questions toutes simples. Ils voulaient savoir quand nous pourrions commencer les travaux, à quoi ressemblerait l'échéancier des paiements, et si nous pouvions intégrer leurs fournisseurs préférés pour certains composants. Le travail de Kelly consistait simplement à transmettre ces questions aux personnes compétentes de mon équipe, à recueillir leurs réponses, et à rédiger un retour professionnel. Un travail de coordination purement basique. C'était, littéralement, la raison pour laquelle je l'avais embauchée. Or, elle n'a jamais répondu à cet email. Elle ne l'a tout simplement jamais fait. Le client a relancé une semaine plus tard, avec une pointe d'agacement. Toujours aucune réponse de la part de Kelly. Ils ont alors envoyé une 3e relance, directement adressée à moi cette fois, et ils étaient sérieusement irrités. Ils étaient sur le point de tout annuler, et de confier leur projet à 2 millions € à l'un de nos concurrents. J'ai découvert le pot aux roses, parce que le client m'a appelé en personne, une chose qui n'aurait absolument jamais dû se produire. Lorsque j'ai demandé des explications à Kelly, elle m'a répondu qu'elle avait été occupée par d'autres tâches, et qu'elle avait tout bonnement oublié. Oublier un client à 2 millions €. Oublier de faire le travail de base, pour lequel je la payais 42 000 € par an. J'ai passé 3 heures pleines au téléphone, à arrondir les angles personnellement avec ce client, m'excusant platement pour notre manque cruel de communication, et leur offrant une belle remise, afin de compenser ce désagrément. J'ai réussi à sauver le contrat de justesse, mais les dégâts infligés à notre réputation étaient déjà bien réels. Ils se souviendraient toujours que mon entreprise avait été incapable de répondre à de simples emails, dans un délai raisonnable. J'aurais dû la renvoyer sur le champ, mais Thanksgiving n'était plus qu'à 2 semaines, et ma mère n'arrêtait pas de me demander si Kelly et moi serions tous les deux présents au dîner. Elle était si heureuse de nous savoir travailler ensemble. Elle ne cessait de répéter à quel point elle était fière de moi, parce que j'aidais ma sœur à se bâtir une carrière. Je n'ai pas eu le cœur de licencier Kelly juste avant les fêtes, de peur de gâcher le Thanksgiving de ma mère. J'ai donc pris la décision de patienter jusqu'à la fin de Thanksgiving. Je comptais profiter de cette journée de fête, pour ensuite avoir une conversation purement professionnelle avec Kelly la semaine suivante, lui expliquant que les choses ne fonctionnaient pas entre nous. J'avais prévu de lui offrir une indemnité de départ, soit l'équivalent de 2 mois de salaire pour l'aider dans sa transition, et de lui souhaiter bonne chance. Une démarche propre, professionnelle, et même généreuse. Puis, le fameux dîner de Thanksgiving a eu lieu.
Toute ma famille était présente, mes parents, Kelly et son petit ami Jake, ma tante, mon oncle, et 2 cousins. Un rassemblement de fête tout à fait classique. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands pour le repas. Dinde farcie, purée de pommes de terre, 3 sortes de tartes différentes, la totale. Tout le monde était de bonne humeur, discutant et riant joyeusement. Après avoir bien mangé, nous étions tous assis autour de la table, plongés dans cette torpeur de fin de repas, où l'on est bien trop repu pour bouger, mais beaucoup trop à l'aise pour s'en aller. Quelqu'un m'a demandé comment se passait mon travail, simplement pour faire la conversation. J'ai fourni ma réponse habituelle. J'ai expliqué que les affaires marchaient bien, que nous avions passé une excellente année, et que j'étais très reconnaissant envers nos clients, ainsi qu'envers mon équipe. Rien de bien extraordinaire, juste une conversation de table tout à fait polie. C'est à cet instant précis que Kelly a décidé de ramener sa fraise. Ouais, enfin, il a juste eu de la chance. C'est tout. Un silence de mort est tombé sur la table. Je l'ai regardée, pensant que j'avais peut-être mal entendu, ou qu'elle faisait une simple plaisanterie. Mais elle affichait ce petit sourire narquois sur le visage. Le genre de rictus que l'on a, quand on pense être sur le point de dire quelque chose de particulièrement intelligent. Comment ça, a demandé mon père, l'air totalement confus. Kelly s'est alors adossée à sa chaise, s'installant confortablement pour entamer son discours. Ce que je veux dire, c'est qu'il se comporte comme s'il était un brillant homme d'affaires, mais la vérité, c'est qu'il a juste eu beaucoup de chance avec le timing. Le boom des énergies renouvelables s'est produit au moment exact où il lançait son entreprise. Il s'est contenté de surfer sur la vague. N'importe qui aurait pu accomplir ce qu'il a fait, s'il s'était trouvé au bon endroit. Et au bon moment. Mon oncle a haussé les sourcils, mais n'a pas pipé mot. Ma mère avait l'air profondément mal à l'aise. Jake, le petit ami de Kelly, hochait vigoureusement la tête, comme si elle était en train de délivrer une grande leçon de sagesse. Moi, je suis resté là, sans bouger, attendant de voir si elle allait creuser son propre trou encore un peu plus profondément. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Honnêtement, si on regarde les choses de manière objective, il n'est même pas si doué que ça en affaires, a poursuivi Kelly. Elle était lancée, profitant pleinement de son auditoire. Par exemple, toute sa stratégie consiste simplement à casser les prix de ses concurrents. Il n'y a rien de génial là-dedans. C'est le B.Arba. Un singe savant serait capable de faire ce qu'il fait. Kelly, a commencé ma mère, mais Kelly l'a fait taire d'un geste de la main. Non, mais c'est la pure vérité. Tout le monde agit comme s'il incarnait une incroyable histoire de réussite, mais c'est littéralement que de la chance. Le bon moment, le bon secteur d'activité, et les bonnes circonstances. Il travaille dur, bien sûr, mais c'est aussi le cas de plein d'autres gens. Qui ne rencontrent pourtant aucun succès. La seule différence, c'est que lui, il a eu de la chance. En prononçant cette dernière phrase, elle m'a regardé droit dans les yeux, comme si elle me mettait au défi de la contredire. Mes cousins fixaient intensément leurs assiettes, visiblement mal à l'aise. Mon père donnait l'impression de vouloir intervenir, mais sans trop savoir quoi dire. Ma tante lançait à Kelly ce genre de regard réprobateur, que l'on réserve à celui qui vient d'insulter le maître de maison. Mais, je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas cherché à me défendre. Je n'ai même pas argumenté. Je me suis contenté de sourire, et j'ai hoché la tête. Tu as peut-être raison, ai-je répondu calmement. La chance a très certainement joué un rôle. Kelly a paru presque déçue de voir que je ne mordais pas à l'hameçon. Il était évident qu'elle cherchait la bagarre. Elle voulait que je me mette sur la défensive, pour pouvoir prouver à tous que je me prenais bien trop au sérieux, ou pour valider n'importe quelle autre théorie qu'elle s'était construite dans sa tête. Exactement, a-t-elle lâché, avec un air de triomphe. Il faut que les gens arrêtent de se comporter comme s'il était exceptionnel. Il a juste eu de la chance. C'est la stricte vérité. Eh bien, a dit mon oncle, essayant manifestement de changer de sujet. Chance ou pas, les affaires marchent plutôt bien pour lui. Pour l'instant, a rétorqué Kelly. Mais la chance finit toujours par tourner. C'est à ce moment-là que nous verrons s'il a vraiment du succès. Ma mère a alors suggéré que nous passions au salon, pour déguster la tarte. Tout le monde a immédiatement sauté sur l'occasion, ravi d'échapper à cette conversation plus que gênante. Alors que tout le monde se levait de table, j'ai sorti mon téléphone, faisant mine de vérifier mes messages.
J'ai ouvert l'application de gestion des ressources humaines de mon entreprise. Nous utilisons un système qui me permet de gérer la paie, les avantages sociaux, les plannings, et toutes ces choses-là à distance. Un outil particulièrement pratique, surtout dans des moments comme celui-ci. J'ai navigué jusqu'au profil d'employé de Kelly, j'ai cliqué sur le menu déroulant du statut d'emploi, et je l'ai modifié, le passant de « actif » à « licencié ». J'ai entré la date du jour comme date de fin de contrat, puis j'ai ajouté une note dans le champ des motifs de licenciement, problème de performance, et violation de la politique de conduite de l'entreprise. L'application m'a demandé de confirmer ce licenciement. J'ai cliqué sur oui. Elle m'a ensuite demandé si je souhaitais traiter des paiements finaux, ou une quelconque indemnité de départ. J'ai cliqué sur non. Elle recevrait bien son dernier chèque de paie pour les heures réellement travaillées, mais c'était tout. Aucune indemnité de licenciement, pas de filet de sécurité de 2 mois de salaire, rien du tout. L'ensemble du processus a pris environ 90 secondes. Au moment où j'ai posé le pied dans le salon pour manger ma part de tarte, Kelly n'était officiellement plus employée par mon entreprise. Ses accès à tous nos systèmes informatiques avaient été révoqués automatiquement. Son prochain virement automatique, prévu pour le vendredi suivant, avait été purement et simplement annulé. Je me suis assis avec ma part de tarte à la citrouille, et j'ai écouté Kelly continuer à s'étendre sur le fait que j'étais totalement surestimé. Elle était passée à la critique de ma maison, affirmant qu'elle était bien trop petite, pour quelqu'un qui prétendait gagner autant d'argent que moi. Selon elle, de toute évidence, soit je mentais effrontément sur mes revenus, soit j'étais bien trop stupide pour savoir dépenser mon argent correctement. C'était l'un ou l'autre. Je me suis contenté de hocher la tête, tout en savourant ma tarte. Je n'ai pas dit un traître mot de ce que je venais d'accomplir. Et pourquoi l'aurais-je fait? Elle le découvrirait bien assez tôt par elle-même. Le reste de la soirée de Thanksgiving s'est très bien passé. Kelly a fini par changer de sujet de conversation. Nous avons regardé du football américain. Mon père s'est endormi dans son fauteuil inclinable. Les classiques des fêtes de famille, en somme. Lorsque Kelly est partie ce soir-là, elle a serré nos parents dans ses bras, et a dit au revoir à tout le monde. Moi, elle ne m'a même pas regardé. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'ai dormi d'un sommeil plus profond que je ne l'avais fait depuis des mois. Aucune once de culpabilité, aucune remise en question. Seulement l'immense soulagement d'avoir enfin pris la décision, que j'aurais dû prendre depuis si longtemps. Le vendredi matin, je suis arrivé très tôt au bureau. Patricia y était déjà. Elle l'est toujours. Je l'ai appelée dans mon bureau, et je lui ai annoncé que Kelly ne faisait plus partie de l'entreprise. Le visage de Patricia a affiché un mélange palpable de soulagement et d'inquiétude. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai rassurée, en lui disant que j'allais parfaitement bien, que cette décision n'avait que trop tardé, et qu'il nous faudrait redistribuer les responsabilités de Kelly, jusqu'à ce que nous trouvions une remplaçante. Patricia a hoché la tête. Je vais m'en occuper. Et pour ce que ça vaut, tu as pris la bonne décision. Elle n'était vraiment pas à sa place ici. Je sais, ai-je répondu. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Ce matin-là, nous avons envoyé un bref email à toute l'équipe. Kelly Turner ne faisait plus partie de l'entreprise, avec effet immédiat. Ses responsabilités avaient été redistribuées. Tous les clients devaient désormais être orientés vers Patricia, pour tout besoin de coordination, et ce jusqu'à nouvel ordre. Un message professionnel, et allant droit au but. Quelques employés sont passés à mon bureau, tout au long de la journée. Absolument personne ne m'a demandé ce qu'il s'était passé. Ils le savaient tous. Ils avaient vu Kelly se laisser porter par le courant pendant des mois, pendant qu'eux accomplissaient le véritable travail. 2 ou 3 personnes m'ont même remercié d'avoir enfin réglé le problème. Cela m'a un peu piqué au vif, de savoir que mon équipe avait été frustrée pendant si longtemps, pendant que je laissais la loyauté familiale obscurcir mon jugement. Le jour où le dépôt automatique du salaire de Kelly aurait dû être effectué, soit le vendredi suivant vers 14 h, mon téléphone s'est mis à exploser. Un premier SMS de Kelly. Et, mon chèque de paie n'a pas été déposé. Tu peux vérifier avec la comptabilité? Je n'ai pas répondu. J'étais en pleine réunion avec un client. Un deuxième SMS, à peine 10 minutes plus tard. Sérieusement, où est mon salaire? C'est ridicule. Un troisième message, encore 5 minutes après. J'ai besoin de cet argent aujourd'hui. J'ai des factures à payer.
Règle ce problème tout de suite. Puis, elle a fini par m'appeler. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé. Rejeté à nouveau. C'est alors que le téléphone fixe de mon bureau s'est mis à sonner. Patricia a décroché, a écouté pendant une petite minute, puis est entrée dans mon bureau. C'est Kelly sur la ligne 2, a annoncé Patricia, en essayant très clairement de dissimuler un sourire. Elle est extrêmement contrariée au sujet de son salaire. Dis-lui de vérifier sa boîte mail, ai-je rétorqué. Elle aurait dû y trouver une notification de licenciement, envoyée la semaine dernière. Patricia est retournée à son bureau. Je l'ai entendu transmettre le message. C'est là que la voix de Kelly est devenue suffisamment forte, pour que je puisse distinguer ces mots, à travers le combiné de Patricia. Patricia a ajouté quelque chose, puis elle a raccroché. Elle prétend n'avoir jamais reçu le moindre email, m'a rapporté Patricia. Et elle exige de te parler. As-tu bien vérifié que l'email de licenciement avait été envoyé, ai-je demandé. Patricia a vérifié sur son ordinateur. Envoyé vendredi dernier à 8 heures du matin, sur son adresse email professionnelle. Elle ne l'a probablement pas consulté depuis la veille de Thanksgiving. Bien évidemment qu'elle ne l'avait pas fait. Kelly considérait la vérification de sa messagerie professionnelle comme une tâche purement facultative. C'était là une autre des nombreuses raisons pour lesquelles elle avait été si mauvaise à son poste. Si elle rappelle, dis-lui simplement de consulter sa messagerie d'entreprise pour trouver toutes les informations pertinentes concernant son licenciement, ai-je ordonné. Et si elle continue de harceler notre ligne téléphonique, nous devrons tout simplement bloquer son numéro. Kelly a bel et bien rappelé, à 3 reprises. Patricia lui a répété inlassablement le même message à chaque fois, avant de finir par bloquer son numéro. Kelly a alors commencé à me harceler de SMS sur mon téléphone personnel. Les messages devenaient de plus en plus furieux. Tu m'as viré. Tu te moques de moi, là? Tu n'as pas le droit de me licencier sans aucun préavis. C'est totalement illégal. Maman va en entendre parler, compte sur moi. Papa aussi, tu vas amèrement regretter ça. Je n'arrive pas à croire que tu puisses faire une chose pareille. À ta propre sœur. Tu es vraiment une personne horrible. C'est parce que j'ai dit la vérité sur toi à Thanksgiving, c'est ça? Tu es mesquin à ce point. Tu me dois ce salaire. J'ai travaillé dur pour gagner cet argent. Je n'ai répondu qu'à un seul de ces messages. Tu as bien reçu ton dernier chèque de paie, pour l'intégralité des heures effectuées, jusqu'à la date effective de ton licenciement, le 25 novembre dernier. Pour toute question supplémentaire concernant ton renvoi, merci de t'adresser directement aux ressources humaines. Ensuite, j'ai mis la conversation en sourdine. Elle a tenté d'appeler sur mon téléphone personnel. Je n'ai pas décroché. Elle a alors essayé de joindre mon bureau directement. Patricia l'a bloqué. Elle s'est même pointée à mon bureau, dès le lundi matin. Mais notre immeuble est surveillé par des agents de sécurité, et il faut posséder un badge d'accès, pour pouvoir dépasser le hall d'entrée. La sécurité m'a appelé, pour me demander si j'attendais la visite d'une certaine Kelly Turner. J'ai répondu par la négative. J'ai précisé qu'elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise, et qu'ils devaient la prier de quitter les lieux. C'est ce qu'ils ont fait. Le véritable feu d'artifice a éclaté, lorsqu'elle a appelé nos parents. Ma mère m'a appelé ce lundi soir, pile au moment où je quittais mon bureau. Elle avait l'air bouleversée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de licenciement, avec Kelly, m'a-t-elle demandé, passant directement aux accusations. C'est tout à fait vrai, ai-je répondu sereinement. J'ai mis fin à son contrat, vendredi dernier. Et cela, sans même prendre la peine de lui en parler avant, sans le moindre avertissement. Elle a reçu de très nombreux avertissements, maman. Des documents écrits, des évaluations de performance, des plans d'amélioration divers et variés. Cela fait des mois que j'essaie de travailler avec elle. C'est elle qui a fait le choix de ne faire aucun effort. Mais c'est ta propre sœur. Et elle était mon employée, une bien mauvaise employée, d'ailleurs. Je lui ai accordé beaucoup plus de chance que je ne l'aurais fait pour n'importe qui d'autre, précisément parce qu'elle est ma sœur. Mais, je ne peux décemment pas diriger une entreprise. En me basant sur de simples sentiments familiaux. Ma mère est restée silencieuse un court instant. Puis, elle a repris, Kelly prétend que tu l'as virée, uniquement parce qu'elle a dit que tu avais eu de la chance, le soir de Thanksgiving.
Elle est persuadée que tu te montres juste mesquin et vindicatif. J'ai éclaté de rire face à cette accusation. Maman, je l'ai renvoyée parce qu'elle était lamentable dans son travail. Elle arrivait constamment en retard, elle ignorait purement et simplement les emails de nos clients, elle semait la pagaille au sein de mon équipe, et elle a bien failli me faire perdre un contrat majeur. Parce qu'elle ne daignait même pas accomplir ses tâches de base. Son commentaire à Thanksgiving n'a absolument rien à voir là-dedans. Elle affirme que tu as tout fait sur ton téléphone, en plein milieu du dîner. J'ai effectivement traité la procédure de licenciement le soir de Thanksgiving, c'est vrai. Cependant, la décision, elle, était prise depuis des semaines. J'avais de toute façon prévu de la renvoyer le lundi suivant. Son petit discours n'a fait qu'accélérer le calendrier prévu. Tu aurais quand même dû lui parler d'abord, lui accorder une toute dernière chance. Je lui ai donné 6 mois de chance successives, maman. Combien lui en fallait-il de plus, selon toi? Ma mère a poussé un long soupir. Elle est vraiment en grande difficulté, maintenant. Elle se retrouve sans emploi. Elle a pris du retard sur le paiement de son loyer. Elle a un besoin urgent d'aide. Dans ce cas, elle aurait dû songer à tout cela, avant de choisir de se la couler douce, dans le seul et unique travail où quelqu'un lui a offert une véritable opportunité. Elle est de ma famille, d'accord, mais je ne suis pas son distributeur automatique de billets personnels, ai-je asséné. Avec beaucoup plus de fermeté que je n'en utilisais d'ordinaire avec ma mère. Je l'ai aidée, en lui offrant un bon poste, avec un excellent salaire. C'est elle qui a jeté cette chance par la fenêtre. Ce ne sont là que les conséquences logiques de ses propres choix. Ma mère n'a pas du tout apprécié ma réponse. Elle a tenté la technique de la culpabilisation, insistant sur le fait que Kelly était ma petite sœur, et que je devrais naturellement avoir envie de lui tendre la main. J'ai écouté poliment ses arguments, puis je lui ai annoncé que je devais raccrocher. Elle n'était pas contente, mais elle a fini par me laisser tranquille. Le lendemain, c'est mon père qui a pris le relais. Il a été beaucoup plus direct dans son approche. Il faut absolument que tu rendes son poste à Kelly, a-t-il lancé, sans le moindre préambule. Non, je n'y suis en aucun cas obligé, ai-je rétorqué. C'est ta sœur. Tu ne peux pas te contenter de l'abandonner à son triste sort de cette manière. Je ne l'abandonne pas. Je la tiens simplement responsable de la qualité de son travail. Il y a là une énorme différence. Elle a fait un malheureux commentaire à Thanksgiving, et tu as ruiné sa vie pour ça. Papa, j'ai conservé des dossiers extrêmement détaillés de chaque problème de performance, de chaque arrivée tardive, de chaque délai non respecté, et de chaque plainte formulée par les clients. Cette décision n'a rien à voir avec le repas de Thanksgiving. Et absolument tout à voir avec 6 mois de mauvaise performance, dûment documentée. Va donc lui parler des clients à 2 millions d'euros qu'elle a bien failli nous faire perdre, tout cela parce qu'elle n'avait pas envie de s'embêter à répondre à un simple email. Mon père est resté muet pendant un moment. Quel client, a-t-il fini par demander? Je lui ai expliqué la situation en détail. Je lui ai raconté comment Kelly avait superbement ignoré les multiples emails d'un de nos plus gros clients. Comment j'avais dû intervenir en personne, en urgence, pour sauver le contrat. Et que ce n'était là qu'un exemple, parmi une longue liste de défaillances. Elle ne nous a jamais parlé de ça, a murmuré mon père, d'une voix lente. Bien sûr que non, elle ne vous en a pas parlé, parce que cela exigerait d'elle qu'elle assume l'entière responsabilité de ses actes, au lieu de rejeter constamment la faute sur le reste du monde. Mon père a gardé le silence pendant un long moment. Puis il a repris, ta mère est vraiment très contrariée par toute cette histoire. Je suis sincèrement désolé qu'elle le soit, mais j'ai pris la seule décision qui s'imposait pour mon entreprise. Kelly était devenue une véritable menace pour ma société. Je ne pouvais pas la garder dans mon équipe, sous le seul et unique prétexte que nous partageons le même ADN. La famille est pourtant censée se soutenir mutuellement. Je l'ai soutenue, papa. Je lui ai offert un travail, pour lequel elle n'avait d'ailleurs aucune qualification. Je l'ai payé bien au-dessus du prix du marché. Je lui ai accordé une myriade de chances de s'améliorer. Mais, à un moment donné, ce qui s'apparente à du soutien devient de la simple complaisance. Je refuse de la conforter dans son attitude, et de la laisser traverser la vie en s'attendant à ce que d'autres personnes portent ses fardeaux à sa place. Mon père n'a pas trouvé grand-chose à redire à cela. Il m'a simplement conseillé de bien réfléchir aux conséquences de mes actes, puis il a raccroché. Kelly a tenté, à quelques reprises encore, de me convaincre de la réembaucher,
ou tout du moins, de lui verser des indemnités de licenciement. Elle m'envoyait de longs messages textes, où elle expliquait à quel point je me montrais injuste envers elle, comment je ne l'avais jamais comprise, comment tout le monde attendait d'elle qu'elle soit comme moi, alors qu'elle en était incapable. Selon elle, si j'avais réussi, c'était uniquement parce que j'avais bénéficié d'avantages dont elle était dépourvue. Je n'ai répondu à aucune de ces jérémiades. Il n'y avait absolument rien à ajouter. Elle s'était forgé ce récit absurde, dans lequel elle incarnait la pauvre victime, tandis que j'étais l'horrible méchant. Et rien de ce que je pourrais dire, ne viendrait jamais ébranler cette conviction. Les gens finissent toujours par croire ce qu'ils ont envie de croire. Environ 2 semaines après son licenciement, ma mère m'a rappelé. Elle semblait épuisée. Je veux juste que tu saches que ton père et moi avons prêté de l'argent à Kelly, pour qu'elle puisse payer son loyer. Elle assure qu'elle cherche un nouvel emploi, mais que cela prend du temps. D'accord, ai-je répondu. Nous sommes très déçus de la façon dont tu as géré toute cette situation. C'est tout à fait votre droit, maman, mais je maintiens fermement ma décision. Elle est ta sœur. Tu aurais dû lui tendre la main. Je l'ai aidée. Pendant si longs mois, je l'ai aidée de mon mieux. C'est elle qui a choisi de ne faire aucun effort de son côté. Ma mère a soupiré lourdement. Je ne crois pas que tu te rendes compte à quel point les choses sont difficiles pour elle, en ce moment. Je m'en rends parfaitement compte. Mais je comprends aussi que c'est elle-même qui a créé cette situation de toutes pièces. Je suis désolé de l'avoir luttée, mais ce ne sont là que les conséquences naturelles et inévitables de ses propres choix. Tu es devenue très dure, a murmuré ma mère, d'une voix basse. Non, maman. J'ai tout simplement appris qu'aider des gens qui refusent de s'aider eux-mêmes, ne les aide pas du tout, en réalité. Cela ne fait que les conforter dans leur habitude à prendre les mauvaises décisions. Nous sommes restés un certain temps sans nous parler, à la suite de cet appel. Mes parents m'en voulaient terriblement. De son côté, Kelly répétait inlassablement, à quiconque voulait bien prêter l'oreille, que je l'avais trahi sans vergogne. Apparemment, ma tante pensait que je m'étais montré beaucoup trop sévère. Mon oncle, quant à lui, estimait que j'avais pris la bonne décision, mais il se gardait bien de le clamer haut et fort, par peur d'affronter les foudres de ma mère. Mais vous voulez savoir la vérité? Mon entreprise tournait infiniment mieux, sans la présence de Kelly. En l'espace de 3 semaines, Patricia avait embauché une remplaçante. Une jeune diplômée nommée Rachel, qui, elle, se présentait à l'heure, prenait la peine de répondre aux emails, et traitait son travail avec le plus grand des respects. Les communications avec nos clients s'en sont trouvées grandement améliorées. Le moral de mon équipe est remonté en flèche. Absolument tout fonctionnait mieux. Environ un mois après que toute cette affaire a éclaté, j'ai reçu un SMS inattendu de Kelly. Ce message différait de ses précédentes diatribes furieuses. J'ai trouvé un nouveau travail. Je commence lundi. Je voulais juste que tu saches que je vais très bien. Je lui ai répondu du tac au tac, ravi de l'apprendre. Bonne chance pour ce nouveau poste. Elle n'a jamais répondu à mon SMS. Je ne m'y attendais d'ailleurs pas. C'était probablement la toute dernière communication directe que nous aurions pendant un long moment, et peut-être même pour toujours. Certains ponts, une fois réduits en cendres, le restent à tout jamais. Lentement mais sûrement, mes parents ont recommencé à me parler. Bien que les relations fussent très nettement tendues. Ma mère m'appelait de temps en temps, et nous échangions des banalités, effleurant des sujets totalement neutres. Mon père, lui, m'a envoyé un article sur un projet solaire qu'il avait lu. C'était de petits gestes timides, un pas vers un retour à la normale, mais la tension sous-jacente demeurait belle et bien présente. Il m'avait fait comprendre de manière très claire qu'ils estimaient que j'avais eu tort. Moi, je leur avais fait comprendre de manière tout aussi claire, que je m'en contrefichais. Le jour de Noël fut d'une maladresse absolue. Nous nous sommes tous réunis chez nos parents, parce que c'est tout simplement ce qu'on attend de nous. Kelly était là, accompagnée de Jack. Nous n'avons échangé aucun mot directement. Elle a passé l'intégralité de son temps plongé dans son téléphone, ou à murmurer avec Jack. De mon côté, j'ai traîné avec mes cousins, évitant soigneusement le salon, où Kelly avait établi ses quartiers. À un moment donné, mon père a désespérément tenté de forcer la conversation entre nous deux. Il a littéralement lancé « Pourquoi ne pas discuter ?» et régler tout ça ensemble. Comme si nous étions de jeunes enfants, en train de nous chamailler pour un vulgaire jouet. Kelly m'a fusillé du regard, les yeux emplis de froideur.
Je lui ai rendu l'appareil, en affichant une indifférence la plus totale. Aucun de nous deux n'a daigné prononcer la moindre syllabe. Mon père a fini par baisser les bras, et il est retourné regarder son match de football. Juste après le Nouvel An, les choses sont devenues intéressantes. Il semblerait que Kelly ait raconté à Jake sa propre version des faits. Comment je l'avais soi-disant licencié par pure jalousie, et par méchanceté gratuite. Comment j'avais été incapable de supporter qu'elle révèle la vérité sur mon succès. Comment j'étais un être abject, qui abandonnait sa propre famille. Jake, doté de l'esprit brillant qui le caractérise, a alors pris la décision de l'aider à se venger. Il s'est mis en tête de publier un faux avis Google sur mon entreprise. Une misérable étoile, affirmant que nous avions escroqué son entreprise de pas moins de 50 000 €, et que nous n'avions jamais tenu nos belles promesses. Le commentaire nous qualifiait d'imposteurs, à la tête d'une véritable mascarade. Il avait même pris soin d'inventer un faux nom d'entreprise, pour donner une illusion de légitimité à son récit. Le seul hic dans le plan machiavélique de Jake, c'est que j'ai paramétré des alertes Google, pour tout ce qui concerne le nom de mon entreprise. J'ai découvert cet avis à peine 1 heure après sa publication. J'ai également remarqué que le compte qu'il avait posté venait tout juste d'être créé, le jour même, et qu'il n'avait publié que cet unique avis. Pas ce qu'on pourrait appeler une opération d'une grande subtilité. J'ai pris des captures d'écran, j'ai consigné toutes les preuves, et j'ai signalé le message à Google, en tant qu'avis frauduleux. Il a été retiré dans les 48 heures suivantes. Ensuite, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer à Jake une lettre de mise en demeure, pour diffamation et tentative de nuisance à la réputation de mon entreprise. La missive évoquait clairement de potentielles poursuites judiciaires, s'il persistait dans cette voie. Kelly m'a appelé en hurlant, 2 jours plus tard, m'accusant de menacer de poursuivre son petit ami en justice. Je lui ai répondu, avec un calme olympien, que si son petit ami s'amusait à commettre des actes de diffamation punissables par la loi, il devait s'attendre à en subir les conséquences. Et puis, j'ai raccroché. Apparemment, Jake s'est calmé après cet épisode. Fini les faux avis, terminé les pitoyables tentatives de vengeance. Il s'avère que, lorsque vous menacez des gens de véritables répercussions juridiques, ils ont tendance à reconsidérer sérieusement leurs actions. En février, ma mère m'a contacté pour m'annoncer des nouvelles. Kelly venait d'être expulsée de son appartement. Elle avait bien séjourné chez Jake, mais leur relation avait complètement implosé à la suite de la menace de procès. Désormais, elle demandait l'autorisation de retourner vivre chez nos parents. Ma mère m'a demandé si j'accepterais de reconsidérer la possibilité de réembaucher Kelly. J'ai répondu par la négative. Elle m'a alors supplié de lui prêter au moins de l'argent, pour payer sa caution. J'ai opposé un nouveau refus. Elle m'a accusé d'être cruel. Je lui ai rappelé que Kelly avait réduit en cendres la moindre opportunité qu'on lui offrait, m'avait insulté publiquement, et avait même poussé son petit ami à saboter mon entreprise. À quel moment Kelly allait-elle enfin être tenue responsable de sa propre situation? Ma mère n'a pas su quoi me répondre. C'est ainsi que Kelly est retournée vivre chez ses parents, à l'âge de 28 ans. Cependant, c'est au mois de mars que j'ai pu tirer une véritable satisfaction de toute cette histoire. Vous vous souvenez de ce client majeur que Kelly avait failli nous faire perdre en ignorant ses emails? Ce fameux contrat à 2 millions €, que j'avais sauvé in extremis? Eh bien, ils sont revenus vers nous avec une proposition d'expansion colossale. Ils étaient tellement ravis de notre travail sur leurs 5 premiers bâtiments, qu'ils souhaitaient nous confier la gestion de 12 propriétés supplémentaires. Ce nouveau contrat allait peser environ 5 millions €, étalé sur les 3 prochaines années. Lors de la réunion de signature du contrat, le vice-président du client a tenu à souligner à quel point ils étaient impressionnés par l'amélioration de notre communication au cours des derniers mois. Il a tout particulièrement fait l'éloge de notre nouvelle coordinatrice du service client, la jugeant incroyablement réactive et professionnelle. Selon ses propres termes, c'était le jour et la nuit, si on comparait avec leur expérience initiale en notre compagnie. Je l'ai remercié pour ses compliments, et je lui ai expliqué que nous avions procédé à quelques changements de personnel, précisément dans le but de mieux servir nos clients. Il a hoché la tête avec approbation, en affirmant que cela se ressentait nettement. Ce contrat nous a placés sur la bonne voie, pour franchir la barre des 12 millions € de revenus sur l'année. Nous grandissions à un rythme bien supérieur à ce que j'avais initialement prévu. J'ai embauché 3 nouveaux collaborateurs, dont un second chef de projet pour gérer ce surcroît d'activité. Les affaires étaient tout simplement florissantes. J'ai appris, par le biais de ma mère,
que Kelly travaillait de nouveau dans un grand magasin, gagnant le salaire minimum, avec quelques commissions. Elle vivait toujours chez nos parents, continuait à se plaindre de la profonde injustice de la vie, et blâmait toujours le monde entier, excepté elle-même. Mes parents ont finalement cessé de me demander de l'aider. Je pense qu'ils ont fini par réaliser que ni l'argent, ni aucune opportunité, ne résoudrait le problème fondamental de Kelly. Elle n'avait tout simplement pas envie de fournir le moindre effort. En avril, j'ai reçu un message sur LinkedIn, d'une personne qui avait autrefois travaillé avec Kelly. Ce contact m'a révélé que Kelly racontait à tout le monde qu'elle avait quitté mon entreprise, parce que je la dirigeais d'une manière totalement contraire à l'éthique. Elle clamait haut et fort avoir démissionné par principe, refusant catégoriquement d'admettre qu'elle avait été licenciée. J'ai alors publié une mise à jour professionnelle sur LinkedIn, détaillant l'expansion de notre entreprise, et soulignant l'importance cruciale de maintenir des standards d'excellence. Je n'ai pas mentionné le nom de Kelly, mais quiconque connaissait un minimum la situation a très bien compris le message. 2 anciens collègues m'ont contacté à la suite de cette publication. Tous deux m'ont avoué avoir eu vent des rumeurs lancées par Kelly, et se sont réjouis de constater qu'en réalité, nous étions en pleine prospérité. Ces tentatives désespérées de nuire à ma réputation s'étaient complètement retournées contre elle. Les gens de notre secteur parlent beaucoup, et lorsqu'ils ont constaté le succès bien réel de mon entreprise, cela n'a fait que renforcer son image de femme aigrie, et totalement indigne de confiance. À l'arrivée de l'été, les choses s'étaient stabilisées dans une nouvelle normalité. Mon entreprise comptait désormais 30 employés, et prévoyait plus de 15 millions d'euros de revenus annuels. Nous avons déménagé dans des bureaux beaucoup plus spacieux. Je me suis enfin accordé une petite augmentation de salaire, et je me suis acheté une voiture un peu plus récente. Toujours une Honda, certes, mais simplement moins cabossée. Mes parents et moi avions fini par instaurer une routine pacifique. Nous discutions de temps en temps, abordant des sujets neutres. Ils avaient totalement arrêté de défendre le comportement de Kelly, principalement parce que, même eux, ne pouvaient plus faire semblant d'ignorer ces schémas de destruction. D'ailleurs, mon père s'est véritablement excusé auprès de moi, courant juin, en m'assurant qu'il comprenait pleinement les raisons de ma décision. Cet aveu avait beaucoup plus de valeur à mes yeux qu'il ne l'imaginait. Kelly vivait toujours au crochet de nos parents, continuant de rebondir d'un emploi à l'autre. Aux dernières nouvelles, elle s'était fait licencier du grand magasin pour retard répété. Elle avait ensuite trouvé un poste dans un centre d'appel. Ma mère a cessé de m'informer de ses moindres faits et gestes, à moins que je ne lui pose la question de manière explicite. En août, j'ai croisé Jake par le plus grand des hasards, dans une station-service. Nos regards se sont croisés. Il a immédiatement détourné les yeux, avant de s'engouffrer précipitamment dans sa voiture. Je me suis contenté de sourire, et j'ai continué ma journée. Certaines batailles se gagnent toutes seules, sans qu'il soit besoin de combattre. La meilleure partie de toute cette histoire est arrivée en septembre. Nous avons remporté un prix prestigieux au sein de notre industrie, pour notre capacité d'innovation dans le conseil en énergie renouvelable. Il y a eu une belle cérémonie, une remise de trophées, un article élogieux, et des parutions dans plusieurs magazines spécialisés du secteur. Mon équipe était aux anges. Patricia a même versé quelques larmes de joie. Ce fut une immense consécration, une validation éclatante de tout ce que nous avions construit ensemble. La cérémonie de remise des prix s'est tenue un jeudi soir. L'article est paru le vendredi matin suivant. Dès le vendredi après-midi, mon téléphone était inondé de messages de félicitations. Des collègues, d'anciens collaborateurs, et même des membres de ma famille lointaine. Ma mère m'a appelé ce soir-là. Elle avait lu l'article. Elle m'a confié à quel point elle était fière de moi. Puis, elle a ajouté quelque chose qui, pour le coup, m'a réellement surpris. Kelly a aussi vu l'article. Elle n'a rien dit, mais j'ai pu lire sur son visage. Je crois qu'elle comprend enfin tout ce qu'elle a gâché. Je n'ai pas réagi à cette déclaration. Il n'y avait absolument rien à ajouter. Kelly avait fait ses propres choix. J'avais fait les miens. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes.